Voilà, donc moi je suis Aurélien Bourg. Effectivement, j'ai travaillé avant à Nancy. Maintenant, je travaille au Jardin botanique de Nantes. Et avant tout ça, depuis 2006, je suis membre de Dionée. Donc pour moi, Dionée et les plantes carnivores, c'est une longue histoire d'amour. Je me suis retrouvé ici parce que j'ai fait des stages ici, que le poste me plaisait bien, que j'ai connu l'ancien responsable des plantes carnivores ici. Et que, voilà. Mon idée en arrivant là, c'était de présenter un peu les plantes carnivores et de continuer le travail de mon prédécesseur Bernard Cunin, que je salue ici, même s'il n'est pas présent, je crois, je ne l'ai pas vu. Voilà, donc déjà un petit peu d'historique. Vous connaissez tous et toutes les plantes carnivores, des plantes fascinantes qui animent beaucoup de notre imaginaire. Là, on a une belle représentation de l'arbre anthropophage de Carl Lich. Il y a un exemplaire que Catherine a redescendu de la bibliothèque ici, avec une belle iconographie qui est très sympa. Je vous conseille d'aller regarder. Mais les plantes carnivores, jardin botanique de Nancy, c'est quand même un sujet qui est quand même phare, effectivement, comme l'a dit Frédéric. Parce que c'est intégré dans toutes nos collections qui rassemblent les plantes qui ont des relations avec les animaux. Il y a une serre dédiée qui a été faite en 2018 d'ailleurs, donc sur les plantes carnivores, les plantes myrmécophiles, la pollinisation, etc. Et en fait, ça intègre beaucoup de nos collections, enfin, petite déformation, des collections de jardin botanique de Nancy, vu que je n'y travaille plus, comme les Aracées et compagnie. Et par exemple, pour la petite anecdote, les plantes carnivores, c'est un sujet qui est vachement demandé par les enfants, par le grand public, et y compris dans le jardin où il n'y a pas de collection, les gens arrivent en demandant où sont les plantes carnivores. Donc c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez demandé. Sachant que Nancy, il y avait une collection qui était déjà assez conséquente quand je suis arrivé, qu'elle a pas mal augmenté ces dernières années, que c'est une collection qui est reconnue par le Conservatoire des collections végétales spécialisées, CCVS, et que ça représentait, mine de rien, j'ai fait un décompte, presque 15% des collections des plantes en serre, et seulement une cinquantaine d'espèces étaient présentées, donc même pas 10%. On s'est dit que c'était dommage et qu'on pouvait faire quelque chose de mieux. En 2018, on a créé une serre dédiée aux interactions plantes-animaux. Ça a demandé quand même 3 ans de travail. Christian est dans le coin aussi, je le salue, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble pour cette serre, et la suivante aussi. Seulement, la serre relations plantes-animaux, les plantes carnivores sont un thème assez accessoire. Et il y a quand même assez peu finalement de plantes carnivores qui vivent en milieu tropical. Donc là, je vous montre une petite photo historique. Donc là, pour les gens qui sont allés voir les serres aujourd'hui, vous ne reconnaîtrez pas forcément. C'est la galerie des lianes. Donc là, on voit la petite zone avec les lianes. Et là, c'était la vitrine des orchidées. Et là, sous le grillage, c'était les plantes carnivores. Donc ça, c'était ce qui se faisait à l'époque. C'était très bien pour l'époque. Il y avait des soucis de culture et c'était pas forcément très joli pour le public. C'était une présentation sympathique. Ce qui se faisait en serre privée était quand même plus intéressant. Avec Christian, justement, on a refait les bacs, on les a mis dans l'orangerie. On a bataillé un peu avec les collègues pour déplacer les agrumes et mettre un peu en avant les plantes carnivores dans un environnement qui leur convenait mieux. On a fait des petits panneaux avec l'équipe d'animation et on a fait des bacs qui ont fonctionné tant bien que mal pendant un paquet d'années. Voilà, donc ça c'est le deuxième bac qui ont existé jusqu'en 2018. En 2013, comme a fait la référence Sarah, il y avait le premier EE français, donc du coup à Nancy déjà. On a fait une petite expo en sortant de notre collection. Donc voilà, il y a les plantes de serre froide ici, Saracen et compagnie. Derrière, vous voyez une belle exposition de Stéphane Joly qui est au fond là-bas qui se cache. Et il y avait aussi une partie de plantes carnivores tropicales et de plantes myrmécophiles, donc avec des Nepenthes notamment. Donc dans l'ancienne chaufferie des serres, qui depuis la serre des relations plantes-animaux. Et par exemple, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est ce qu'on se faisait dans les serres privées. Donc ça, c'est une photo de 2014 avec une présentation de Saracea, Drosera et compagnie. Donc au final, on s'était rendu compte que la serre plantes-animaux, c'était assez intéressant, mais finalement, les plantes carnivores n'étaient pas très en avant. Et qu'en fait, voilà, la plupart des plantes carnivores ne sont pas de zone tropicale. Et qu'en fait, ce serait quand même bien de faire une serre tempérée pour les plantes carnivores. Pour vraiment mettre en avant la majorité qu'on voit assez peu. Le truc, c'est que les jardins botaniques, il y a quand même assez souvent au moins une tourbière de plantes carnivores. Et en fait, on a du mal à se renouveler dans la scénographie. Alors désolé pour les jardins botaniques qui sont présents sur place, mais voilà ce que j'ai pu observer dans beaucoup de jardins botaniques. Là, ça c'est le Frankfurt Palmengarten, qui ont des collections magnifiques. Ils ont une collection assez intéressante de plantes carnivores qui sont présentées comme beaucoup de jardins font, de la tourbe, des roches, de la sphaigne et des drosera. Ça c'est à Lyon. Donc là, pareil, on va avoir des plantes, de la tourbe, un peu de roche, un peu de branches. Et finalement, on va retrouver ça aussi à Caen. Tiens, salut Damien. Donc on va avoir des présentations qui sont à chaque fois un peu renouvelées, mais on a quand même un peu tout mélangé. Ça, c'est à Chester. Ça, c'est au Havre. Et en fait, on se dit
Bah, en fait, c'est un peu toujours la même chose. On a de la tourbe, tous les continents mélangés, tous les genres mélangés. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux? Est-ce qu'on pourrait pas faire, enfin pas forcément mieux, mais autrement? Et donc on s'est dit, tiens, il y a quand même beaucoup de milieux très intéressants où vivent les plantes carnivores dans la nature. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de représenter d'abord les milieux et installer les plantes ensuite? Donc c'est le défi qu'on s'est lancé à Nancy. Donc en théorie, effectivement, on a cherché à représenter. Donc ça, c'est l'ancienne orangerie, avec un local technique qui a depuis été détruit. Enfin, détruit, reconstruit, un peu modifié. Et là, 15 milieux qu'on a imaginés. Donc là, on va les lister rapidement. Donc premier milieu, les Cerrados, les montagnes du Brésil, avec beaucoup de drosera. On a les Tepuyes du Venezuela. Donc là, on voit des belles photos où on imagine un peu les mondes perdus de Guyane. Les montagnes des îles du Sud-Est. Les ruisseaux de l'Oregon, donc là où on a les Darlingtonia, dans la Serpentinite. Les sentements rocheux, donc là c'est un milieu un peu bâtard où on va retrouver pas mal de zones géographiques mélangées, donc avec des belles circulaires comme Kouelchi ici. Les falaises européennes, il ne faut pas oublier que c'est là où on a le plus de diversité en Europe, hein, c'est dans le genre Pingvicula. D'ailleurs, l'association Dionée a organisé cette année une sortie nationale en Espagne pour voir les Pingvicula. Je recommande, adhérez à Dionée. Au Mexique, donc c'est un peu plus exotique, mais on va avoir les Pingvicula aussi sur les zones calcaires, dans un milieu quand même assez différent. Le Fynbos en Afrique du Sud, où on va retrouver les Drosera regia ici et les Roridula. Toujours en Espagne, on va retrouver les Drosophyllum, donc dans la garrigue, des endroits très sympathiques. En Australie, dans la partie nord, on va avoir les Biblis et quelques Drosera. Le sud de l'Australie, la Tasmanie, Nouvelle-Zélande, on va retrouver quelques Drosera aussi, donc un milieu assez sympathique. Donc c'est quasiment les seules plantes qu'on présente qui sont cultivées en tourbière. Les sables tourbeux de la région du Cap. Voilà. Le Kwangan en Afrique du Sud, en Australie, pardon, toute la partie sud-ouest qui est une zone très très riche en biodiversité. Un peu plus à l'est, on va retrouver les affleurements granitiques, on va retrouver tout ce qui est Drosera tubéreuse. Et enfin, le 15, un incontournable, les Sarracenia, les Dionnées, etc., qu'on a regroupés dans une appellation de marais du sud-est des USA. Donc, on s'est dit c'est bien beau, on va essayer de faire ça dans une zone qui est somme toute assez limitée et avec des techniques de culture qu'on va expérimenter vu qu'on va faire des choses assez a priori qu'on n'avait pas trop vues en jardin botanique. Donc voilà les photos de la serre. Pour ceux qui sont passés aujourd'hui, vous ne reconnaissez pas j'imagine. Donc là il y a la partie avec les vitrines et là c'était effectivement le bureau et le local technique avec des bougainvillés. Désolé Blandine pour tes bougainvillés. Là en 2018 on a tout cassé, donc on a gardé que la partie technique. Voilà, donc on voit d'ici, c'était les zones où il y avait les plantations anciennes, et là, il y a les bacs qui ont été construits depuis ici. Donc on a fait faire venir une boîte qui a fait des murs, et après avec Christian et Marc, on a fait toute la partie intérieure. Donc là c'est beaucoup Christian qui a découpé ça, on avait fait les plans, on a fait des hypothèses de travail pour réussir à reconstituer des milieux. Donc là ça ressemble pas à grand chose, il faut imaginer la suite par rapport à ce qu'on avait conceptualisé. Donc là, on voit Cyril qui est en train de faire l'étanchéité à l'intérieur avec la bâche liquide. Donc là, par exemple, c'est la zone du sud-est des USA. Donc on a fait un gros bac avec un mur ovale en ciment. Et on a fait à l'intérieur avec la bâche liquide. Le fond, on a fait une réserve en eau avec des dalles de gazon. Et on a fait une grande gouttière pour permettre d'arroser par en dessous. Donc l'idée, c'est qu'on arrose ici. L'eau, elle passe dans une réserve d'eau en dessous, et par-dessus, on a quasiment 1 mètre de tourbe et d'écorce mélangée. Donc voilà, en décembre, c'est le premier bac qu'on a fait. On a rempli tout de tourbe blonde et d'écorce de pin. Ça fait quand même un paquet de volume. On a mis en eau, on a rajouté des racines. Donc là, c'est des branches qu'on a ramassées dans la forêt à côté. On a planté des sarracenias avec Juliette, mon apprentie de l'époque, qui est là, qui m'a aidé à planter. Et après, pour représenter un milieu particulier, on s'est dit, tiens, il y a beaucoup de plantes qui poussent pas loin des pinèdes, donc on a mis un gros paillage d'aiguilles de pin, et avec des zones de sable pour tout ce qui était Dionée et certaines Drosera. Donc là, c'est en décembre 2019, la partie que vous connaissez maintenant dans la serre carnivore. En avril, donc le premier démarrage, donc on voit les plantes qui poussent bien, qui fleurissent, qui font leurs urnes. Et là, en octobre 2021. Donc forcément, comme l'a dit Frédéric, moi je suis parti à ce moment-là. Donc ce sera Karl qui montrera la suite. Donc voilà une autre vue en octobre 2021. Le Kwangan, donc du coup avec les Drosera pygmées. Là, je ne vais pas refaire toutes les photos, hein, mais en gros c'est le même concept. Là, c'est de la tourbe et du sable très fin. Et j'ai fait à la fois des Smith Gem
de Drosera pygmée et j'ai tenté de mettre des pots dans la tourbe, ce qui a évidemment pas très bien marché pour les gens qui ont l'habitude de cultiver des Drosera pygmée. Voilà, avec une petite photo derrière, assez sympathique d'ailleurs, et quelques photos des plantes qu'on voulait représenter. Donc là, en octobre 2021, on voit que ça n'a pas trop mal poussé. Les lampes qui ont eu un fonctionnement très limité, Carl vous en parlera. Pour les Drosera tubéreuses et fleulement granitique, donc là c'est un mélange de sable, de pierre ponce, un tout petit peu de tourbe mais pas trop, et on a mis des branches parce que pourquoi pas. Voilà, donc ça donnait ça donne un gros bazar, moi j'aimais beaucoup, d'autres moins, mais c'est pas grave, et du coup les plantes poussaient bien, avec une belle photo là derrière de Boisengue. Voilà, donc là, en hiver les plantes étaient assez poussantes. L'Afrique du Sud, donc là, on a fait une zone granitique pour représenter un peu toutes les montagnes du Cap. Là, on voit, c'est des pavés qui sont dans l'ancienne caserne Blandan, en granit. Et alors, pour la blague, hein, donc là, on voit, il y a des pavés, il y a du sable, il y a des débris. Et pour faire des débris avec les pavés, on les a cassés à la main avec Juliette. Voilà, c'est comme quoi la botanique, ça mène à tout. Voilà, et donc le résultat, avec une belle photo de Christian Dietz, qui est dans la salle d'ailleurs, je crois. Donc en octobre. La partie australienne, donc pareil, tourbe et sable mélangés. Là, c'est du grès des Vosges cette fois-ci, c'est encore des pavés. On les a aussi cassés, c'était sympathique. Donc là, plutôt tout ce qui était stylidium, quelques Drosera, les Cephalottus au fond, les utriculaires. Voilà, donc là, on a pas mal de plantes campagne dans ces bacs-là. Donc on voit, on a été récupérer des plantes qu'on a en culture aussi d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Les lagons, donc avec les biblis, on voit donc les conceptions originales n'étaient pas forcément terribles parce qu'on a une belle photo derrière avec un grand poteau devant. Bon, voilà, ça fait partie des erreurs de conception, ça arrive. Et donc le sable, les affleurements avec le granit. Là, on a pu déplacer la potence, c'est comme plus sympathique. Voilà, octobre 2021. Les drosophyllum, donc on a fait une belle petite garrigue. Donc ça, c'est des semis de 2015, donc qui ont été plantés 2019. Voilà. La population s'est bien installée. En quelques années, ça a vite pris. Donc là, c'est un an après, un peu moins d'un an après la plantation. Et voilà, on avait pas mal de semis, ça fleurissait bien. Le Fimbos, donc comme vous le savez, le Fimbos, c'est une zone d'Afrique du Sud où il y a beaucoup de feux de brousse. Et les Roridula qu'on cherche à présenter là apprécient beaucoup les feux de brousse pour pouvoir pousser. Donc on a fait le décor, on a mis beaucoup de branches sèches, du bois, des feuilles mortes, et on a foutu le feu. Et là, ça a bien poussé après. Donc j'ai fait mon semis de Roridula juste avant. Et j'en ai planté comme quelques-unes avant. Donc ça, c'est un Roridula qui avait 2-3 ans. Les Drosera regia. Et là, on voit au bout de quelques années, voilà, 2 ans, ça, on voit pas grand-chose sur les photos, je pense, mais si vous allez voir en vrai, vous allez voir, c'est beau. Les falaises mexicaines, alors ça, c'est du béton cellulaire. C'est une roche calcaire, enfin, c'est un truc de synthèse calcaire et poreux. Donc, on s'est bien amusé avec Christian à faire des montages, donc, avec un bac qui permet une circulation d'eau. Le goutte à goutte qui arrive au-dessus de la structure. Donc là, on voit la structure en train d'être montée. On est un peu en escalier. Et après, on a sculpté, surtout Christian, parce que je n'étais pas assez patient. Donc voilà, et Christian aime bien les choses bien finies. Donc voilà la sculpture en cours. Et après, on est venu ensemencer de la mousse. On a rajouté les plantes derrière. Les oiseaux étaient très contents d'avoir beaucoup de mousse à disposition. Ils sont venus tout récupérer et les plantes se retrouvaient par terre au soleil. Elles ont un peu moins aimé. On a replanté, c'est pas grave, on recommence. Une belle petite photo là qu'on a posée au-dessus. C'est des photos de Sergio Zamudio là-haut. Très sympa. Et les plantes ont quand même plutôt pas mal marché au début en tout cas. Voilà, belle hétérophylla ici. Les montagnes européennes. Donc là, on a pris de la roche qu'on a récupérée du Muséum Aquarium, qui était dans des bacs d'eau de mer, qu'on a bien rincé. On les a laissés se rincer à l'eau de pluie pendant un hiver. Et on les a installés là. C'est très joli avec le recul. C'est peut-être une roche un peu trop dense. On a discuté avec Patrick tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était la meilleure roche à prendre. On a fait du macrotuf, une technique alpine, en mélangeant du béton et de la tourbe, pour avoir quelque chose de poreux et qui permet de lier les roches entre elles. Et pareil, avec un système de ruissellement par au-dessus, avec des pinculae européennes, voilà, des montagnes classiques. La partie centrale, c'est une partie qu'on maîtrisait pas trop mal. On avait fait ça sur, je sais pas, à peu près 15 mètres carrés dans la serre plante animaux. On a collé de la pouzzolane avec une colle teintée. Donc le résultat est plutôt joli pour les roches. On a fait une thèse de sointement, ça sointe bien. On a installé de la mousse a très bien poussé. On a installé des triculaires, les triculaires n'ont pas trop poussé. Donc là, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et je pense que ça manquait d'acidité. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de tourbe dans le mélange.
Donc j'ai demandé à Karl de tester autre chose, de voir si avec la tourbe ça pouvait mieux marcher. Là, c'est un autre truc. On s'est dit, tiens, les Darlingtonia, ça pousse dans la serpentinite. Si on allait chercher la serpentinite, donc pareil, avec Christian, on allait dans les Vosges, dans une faille d'ophiolite au Talhorn, c'est pour les gens qui connaissent. Une belle mine d'ophiolite avec de la serpentinite. On a fait une structure qui est très jolie, avec un ruissellement qui fonctionne bien. Et les plantes ont poussé au début, mais après, elles ont régressé. Donc peut-être que la flotte s'est chargée en minéraux. Parce que c'est vrai que plusieurs fois, on s'est dit, mais en fait, peut-être que la connerie, c'est que ça pousse dans la serpentinite, mais l'eau, elle fait que passer. Elle n'a pas le temps de se charger, là, c'est en circuit fermé. Peut-être qu'elle se charge à la fois en minéraux et en nitrates, et que les plantes, ça finit par les tuer à terme. Il y a comme des choses très, très toxiques dans la serpentinite. Là, les parties un peu plus complexes. Donc là, on est sur 3 vitrines. Donc les montagnes asiatiques, ça, c'est la vitrine qui est là. Donc on a récupéré de l'isolant du bâtiment là-bas quand ils l'ont refait. On l'a collé sur le mur, donc c'est du liège expansé et collé à la chaleur. Donc il n'y a rien de toxique dedans. On a fait un double encollage, on l'a collé directement. On a fait quelques structures en liège brut et on a sculpté ça. On a mis un fond avec de la tourbe, de la sphaigne et du liège. Et après, on est venu rajouter nos plantes. Donc, beaucoup de plantes d'Asie du Sud-Est, hein, donc beaucoup de Nepenthes, épiphytes ou pas, des orchidées, des phlegmarurus ici, des fougères, enfin plein de plantes des montagnes d'Asie. Voilà, ça a plutôt bien pris, avec des lampes et un système de pluie automatique. Voilà, donc ça, c'est avril 21, donc un mois après la plantation, c'était assez joli. Karl était vraiment ravi que j'ai mis ces petits cônes en liège qui sont partis juste après que je sois parti. Donc, moi, mon boulot était rempli, c'était beau avant que je parte. Après, c'est pas ma faute si c'est tombé. Voilà. Donc là, avec la forêt d'étiquettes, un peu de brume aussi, c'est peut-être un problème de conception aussi, la brume. Alors, les tépous, ça c'était la partie la plus complexe, on s'est bien gratté la tête avant de s'y mettre. Donc, on a terminé par ça. Là, c'est la structure montée à blanc avec du Fermacell, donc béton cellulaire. Vous avez vu novembre 2019, et quand on s'est vraiment mis, c'est en juin 2021. Parce qu'on a traîné à faire ce truc-là, parce qu'on ne savait toujours pas comment le faire. Donc on l'a fait vraiment à la fin. Et donc du coup, on a monté notre structure, on l'a collé, Christian l'a sculpté. Voilà, donc là, ça commence à prendre forme. Là, ça prend vraiment forme. Donc là, il a vraiment bien travaillé à partir des photos des tépouilles qu'on peut trouver un peu partout. Et il a fait vraiment des failles longitudinales, horizontales. Après, on a repassé un petit coup de colle teinté, du vernis teinté ensuite pour avoir un côté un peu brillant et bien étanche. Et après, on s'est fait plaisir. Donc, une cascade en haut avec la brumisation intégrée qui fonctionne, je ne sais plus combien, toutes les heures à peu près. Une ventilation qui est là, qui fonctionne à peu près toutes les heures aussi. Et une pluie artificielle qui vient mouiller l'ensemble. Voilà, donc on voit la pluie qui fonctionne ici. Des brochinias en dessous, des hélianthora, de la sphaigne, du triculaire, des janylisiades dans des bacs avec du sable blanc. Et le dernier bac, c'est les Campos rupestres, donc du coup les cerrados du Brésil, avec des petits cailloux blancs qu'on s'amusait à trier dans un tas de gravier concassé. C'était long et chiant, mais le résultat en valait la peine, et du sable blanc. Donc c'est plutôt joli, mais la lumière fonctionnait pas bien, et il y a d'autres trucs, je crois, qui n'ont pas fonctionné. J'ai pas vraiment compris ce qui fonctionnait pas, mais les plantes poussaient pas très bien. Voilà. Mais c'était joli. Et la suite, du coup, c'est Karl. Du coup, moi, je me suis barré avec un truc qui était à peu près convenable, et je lui laissais les trucs intenables. Voilà. Merci à Karl. Toutes mes condoléances. Bonjour tout le monde, je m'appelle Karl, donc voilà, j'ai repris le bâton de cette collection énorme, voilà, et très importante il y a 2 ans. Donc c'était un bon challenge. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais c'était pour le coup très impressionnant. Donc moi, ça fait que 7 ans que je suis en France, donc voilà, donc je m'excuse peut-être pour mon français si là des fois il y a quelques mots que vous ne comprenez pas. Et donc ici à Nancy, donc comme Frédéric a dit, depuis 2020. Donc voilà, je vais vous montrer d'abord en fait quelques photos. Donc moi je vais prendre un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'Aurélien est parti, mais aussi vous montrer un peu la collection, qu'est-ce qui se passe au jour à jour. Voilà, un topo général de qu'est-ce qui se passe avec cette collection tous les jours. Donc voilà.
voilà, donc juste pour faire le point de nouveau, donc Aurélien a bien parlé où se trouvent les collections. Donc vous avez bien en fait des collections dans les serres publiques, donc la serre carnivore donc, qui est assez récente, la serre relation plantes-animaux, la collection donc, que vous ne voyez pas, c'est une serre froide. Et ensuite une collection tropicale, donc c'est la serre orchidée qu'on a appelée, mais par contre on a une partie des collections. Donc voilà. Donc, pour le coup, dans le côté public, on a quasiment tout mis en visibilité. Après, les autres, c'est par rapport, en fait, certains genres sont plus présents que d'autres par rapport où ils poussent. Voilà. Donc, juste un petit déroulé. La présentation sera divisée en deux parties. Donc, une partie technique, voilà, sur les serres, en fait, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, en fait. Vous comprenez dans quoi on travaille, autant dans le public, autant dans le privé, dans le côté que vous ne voyez pas. Et ensuite, le côté culture. Voilà. Donc là, pour le coup, je vais parler un peu des gros projets qu'on a amenés depuis, qu'est-ce qu'on va faire et dans chaque serre. Donc voilà. Donc ça, c'est une photo assez récente de la serre carnivore. Voilà. Donc, qui directement sur le massif des États-Unis, en fait, avec les sarracéniens, qui a très très bien marché. Donc, je vais commencer tout de suite pour faire le topo. Qu'est-ce qui s'est passé après Aurélien? Un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas trop marché, et tout ça là-dessus. Donc, en fait, vous voyez bien en vert tout ce qui a marché. Donc, on a 8 zones sur les 15 qui ont très bien marché. 3 qui, bon, il y a quelque chose encore à affiner, mais je crois qu'on peut arriver. Et par contre, on a 4 zones qu'on a eu beaucoup de mal. On ne sait pas si on peut faire, mais on est en train de faire d'autres techniques pour voir si ça va marcher. Donc voilà. Donc les massifs en question, c'est les pinguicodes d'Europe, les utriculaires, donc en fait c'est les sautements acides, les darlingtoniens, le Brésil, voilà. Et ceux qui ont quelques soucis, donc c'est les tépuis, les drosera pygmées. Et bon, que j'aime appeler les lagoons, en fait, donc c'est partie de Nouvelle-Zélande, Australie, donc qui est là. Alors, je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, les aspects techniques. Donc là, on va entrer un peu dans le gros des serres. Donc, les serres plantes carnivores, en tout cas, c'est tout mon ressenti. Donc, on a quelques points positifs et quelques points négatifs dans cette serre. Le plus gros, ça sera l'aération. En fait, donc, quand vous entrez dans cette serre, en fait, en haut, il n'y a qu'une aération. Donc, en fait, en été, ça monte très, très vite. Il n'y a pas d'air qui, en fait, laisse sa circulation. Donc ça, c'est un gros problème parce que ça peut monter très très chaud, qui pose plein de problèmes qui viennent ensuite. Refroidissement. Donc en fait, c'est du béton sur les côtés, il n'y a pas de verre. Donc en fait, c'est un stockage de chaleur. Donc c'est pareil, c'est un gros souci. L'autre problème, c'est luminosité. Donc en fait, vu qu'on a des murs solides de chaque côté et derrière, il n'y a qu'un côté vraiment qui a de la lumière, ben, on n'a pas beaucoup de lumière dans cette serre. Donc il faut qu'on la porte pour les plantes. Donc il y a pas mal de plantes qui sont là-dedans qui ont besoin de beaucoup de lumière. Par contre, il y a beaucoup de points positifs quand même. Donc il y a circulation des visiteurs. Pour le coup, en fait, vu qu'il y a un îlot central, en fait, ça laisse beaucoup d'espace pour que les gens puissent regarder sans gêner les personnes. Et en fait, ça fait aussi le lien avec le dernier. En fait, c'est la facilité d'intervention sur chaque massif. Vu qu'il y a tellement d'espace, en fait, on travaille bien. On peut isoler un massif si on veut travailler dessus, sans trop gêner le personnel, voilà. Et le dernier petit point positif, c'est quand même l'inverse de qu'est-ce qui se passe. Vu qu'en fait c'est une zone de stockage de chaleur, en hiver, on est pas mal, on peut garder la chaleur assez facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a amené en positif? Donc, je vais juste faire un petit point vite fait, parce que ça ne se voit pas, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cœur battant des serres. Donc, ça, c'est notre zone technique, Aurélien y parlait, en fait, qui est dans la serre carnivore. Et là-dedans, donc, on a notre automate, le système d'arrosage, tous les minuteurs, les programmateurs et tout ça, reliés à notre automate. Donc ça, c'est juste une image de la serre carnivore, tout ce qu'on contrôle. On contrôle énormément de choses. Il y a des réglages à gauche et à droite. Donc c'est vraiment très complexe. On a la brumisation. Donc c'est juste pour vous donner une idée, voilà, de qu'est-ce qui se passe au niveau derrière. Alors, venant des soucis, donc je vous ai parlé en fait des drosera pygmées d'Australie. Qu'est-ce qu'on a eu de soucis? Donc moi, en fait, une des premières choses que j'ai fait après le départ d'Aurélien, c'était en fait de mener plus
de pieds en fait, de certains taxons de Drosera pygmée, donc avec des gemmes. Et donc j'ai fait tout ça. Ça m'a pris des semaines de travail, je travaillais très tard. Je reviens de vacances et bam, je retrouve ça. Donc ils m'ont quasiment 6 espèces qui sont complètement détruites. Donc c'était un peu triste. Bon, premier gros truc, tout de suite détruit, malheureusement. Donc j'ai réfléchi à des solutions, comment en fait je peux combattre ce genre de choses. On a fait ces barrières en fait en plexi comme ça, qui en fait laissent les gens regarder à travers. Donc en fait on a commencé avec 2 massifs. Donc celle-là c'est les Drosera pygmée d'Australie, voilà. Et donc vous avez la zone Byblis qui est là. Donc les Byblis c'est un autre problème en fait, c'est qu'on a une porte qu'on laisse ouverte en été. C'est très bien, ça fait l'aération. Par contre en hiver, le problème c'est qu'il y a du vent froid et des gens qui oublient de fermer la porte et donc les Byblis ils caquent tout de suite. Voilà, donc ça c'est un autre problème. L'autre chose aussi, donc je vous parlais de lumière. Donc là, pour le coup, c'était un projet que j'étais déjà en place. On avait déjà des lampes horticoles en place, des spots qui avaient pas un spectre adapté pour la culture. Et en fait, c'était des spots. Donc en fait, il n'y a qu'une zone qui était illuminée et souvent pas tout. C'était pas des lumières faites proprement dit pour la culture dans certains endroits, d'autres oui. Donc on a installé, donc on a fait venir une entreprise locale en fait spécialisée en fait dans les lampes horticoles, juste à côté à Champignol, et donc on a installé là. Donc vous voyez Christian ici déjà en train de mettre les lampes. Donc une grosse partie de collection maintenant en fait est alimentée par des périodes, par ce type de lumière. Et donc ça marche bien. Et donc on passe donc dans la serre froide. Donc voilà, donc ça c'est les serres de collection. Donc c'est une grande serre. Donc qu'est-ce qu'il y a avec cette serre? Donc là pour le coup c'est une vraie serre. Vous avez du verre tout autour. Donc l'aération c'est tip top. Voilà, on a des aérations sur le côté, en haut, on peut ouvrir les portes, parfait. Luminosité, parfait. On est bien exposé. On a qu'une petite partie de la serre qui n'a pas, mais ça nous fait du bien aussi parce qu'on a des plantes d'ombre aussi. Aussi le fait qu'elle n'est pas accessible au public. Parce que voilà, en fait, on n'a pas à penser à la sécurité des gens. Voilà, on peut faire plutôt vers la culture que par rapport au public. Par contre, voilà, vu que c'est une serre, bon, le contrôle de température, c'est un peu compliqué, vu en plus que c'est une serre qui date des années 70. Donc au niveau isolation, c'est pas top. L'autre problème, ça coupe en bas, je sais pas si tu veux. Donc il manque, désolé, il manque quelques petits trucs ici. Donc au niveau des gestions de la collection, donc un autre souci, c'est que dans cette serre surtout, on partage des collections. Alors qu'est-ce qui arrive quand on partage des collections? Il y a des fois en fait des plantes qui n'aiment pas les plantes carnivores. Donc voilà une nouvelle potée de Pingicula qui est un Pelargonium qui a décidé de les casser la figure. Voilà, donc ils sont malheureusement morts. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent quand on partage des collections des fois. Donc qu'est-ce qu'on a amélioré là-dedans? Donc on a changé en fait le système de goutte à goutte existant pour un nouveau bac, une nouvelle pompe en fait parce qu'on voulait agrandir en fait tous les points goutte à goutte. Donc ça affecte principalement la collection de Sarracenia qui existe là. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise avec de l'eau de puits et qu'on va potentiellement agrandir. Donc c'est déjà encore un travail de Christian. Et voilà. Et donc maintenant, je passe sur un point général. C'est un grand projet qu'on mène dans les serres. C'est en fait l'eau de pluie. Donc c'est quelque chose surtout pour la collection des plantes carnivores, qui est un gros sujet. Et depuis des dernières années, en fait, nos réserves d'eau ne suffisent pas. En fait, on passe souvent sur l'eau du réseau. Alors ici à Nancy, on a un peu de chance. Ça va. C'est pas de l'eau qui fait trop de dégâts, mais c'est quand même pas génial, quoi. Donc notre capacité existante, 22 mètres cubes. Donc là, on est en train de travailler. Donc c'est déjà fait une cuve qui est sous-sol de 64 mètres cubes. C'est gigantesque, voilà. Donc elle est en train de se remplir là aujourd'hui. C'est génial, voilà. Donc moi, je souris quand il y a la pluie maintenant. C'est pas mon côté anglophone qui fait ça. Donc, et ensuite, on va ajouter 70 mètres cubes à tout ça, donc avec un système en fait souple comme ça, et aussi des systèmes de stockage. Donc pour avoir quand même 9 semaines sans pluie, c'est quand même pas mal. Et ensuite,
pour améliorer en fait qu'est-ce qu'on consomme, on mettra des compteurs, voilà, et comme ça vraiment on peut savoir qu'est-ce qu'on consomme, est-ce qu'il faut mettre plus. Donc il y a tout ce côté-là qui est très important. Donc ça c'est ma collègue Elisabeth qui s'en charge de tout ça et fait un très bon boulot. Voilà. Et là on passe sur la culture. Voilà. Donc là c'est la vitrine. Donc c'est un des gros travaux qui a été fait. Donc c'est la partie Brésil de Cerrado. Donc c'est une belle culture de mousse pour le coup, donc c'est très compliqué à gérer, hein. On passe beaucoup de temps là-dessus, mais les Drosera ça va. Quelque chose qui est peut-être un peu compliqué, c'est en fait le contrôle de température, vu que c'est une vitrine et que eux ils aiment avoir une période fraîche le matin, bah, en fait ils n'ont pas ça. Donc pour l'instant en fait pour équilibrer tout ça, j'ouvre la porte pour que ça refroidisse le matin. Donc ça c'est un peu. Donc je vais commencer par un des plus gros chantiers jusqu'à maintenant. Donc en fait, c'est la zone des marécages là. Donc comme le gros problème qu'il y a eu ici, c'est qu'en fait le substrat était un peu trop chargé en tannins. Nous, on lave la tourbe en fait, donc pour enlever un peu les tannins. Et donc Aurélien m'avait déjà dit que peut-être il y avait ce problème. Donc en réalité, c'était ça. Donc ça a tué pas mal de carnivores là-dedans. Il n'y a que le Cephalotus qui a tenu un petit morceau ici et une Drosera binata. Et sinon, tout le reste a cramé. Donc là, pour le coup, décaissement. J'ai changé aussi un petit peu la plantation parce que comme on a la porte ici, bah, en fait, j'ai changé les carex qui étaient ici avant pour les mettre ici pour protéger pour le vent. En fait, comme ça, en fait, c'est plus abrité par le vent froid en fin de saison. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. C'est tout récent, ça a 1 mois. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est tout récent. Donc les vitrines tépuis. Alors, comme Aurélien a montré l'image, souvent on peut imaginer, si vous connaissez les tépuis, quelque chose de magnifique comme ça. Mais pour peut-être une partie d'entre vous, vous ne connaissez pas les tépuis avant. Et si vous êtes de mon âge, peut-être un petit peu plus jeune, bah, vous connaissez peut-être là-haut. Voilà. Donc c'est un film animé de Pixar. Donc il y a Carl, ouais, je suis là. Et donc ça se passe dans les tépuis. Donc voilà, c'est juste pour vous donner une image de tout ça. Donc le résultat, en fait, c'était magnifique. En fait, donc les plantes accompagnatrices, elles sont bien installées. Le système, vous voyez, en fait, vraiment, ça claque. Voilà, c'est notre vitrine d'entrée pour la serre carnivore. Le seul souci, c'est que la plante qu'on souhaitait cultiver, l'Aléinphora, c'est quand même la plante emblématique carnivore de ce milieu, en fait, bah, elles ont toutes pas marché. Voilà, donc c'était un peu dommage parce que en fait le milieu et tout ça c'était vraiment très bien fait. Donc en fait avec Christian, donc après on a essayé de refroidir parce que ça montait très très chaud dans cette vitrine. Donc on a essayé d'un peu de faire un système de cooling. En fait on a refroidi de l'eau avec un système. On a changé le substrat qui était avant ici en fait qui était plutôt tourbe et sphinx vivante pour un substrat plus minéral. Et aussi mettre les Aléinphora dans un substrat beaucoup plus drainant, proche à ceux qu'on peut cultiver des nepenthes dedans. Donc des écorces d'orchidées, du charbon. Voilà. Donc pour avoir plus de drainage. Donc je suis content, ça fait 4 mois, ça a passé l'été. Le premier pied de test que j'ai mis là a très bien marché. Les premières feuilles ont eu des dégâts, mais par contre après, elle a juste fait un gros boom. Donc je suis content. Je crois que peut-être on a trouvé la solution. On va voir. Mais pour l'instant, tout le reste marche très bien. Alors, Darlingtonia. Donc ça, c'est quelques photos en fait de Mike Wang. En fait, c'est quelqu'un aux États-Unis que je suis entré en contact, donc qui fait beaucoup d'études de terrain. Juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'une Darlingtonia en nature peut faire. Voilà. Des choses magnifiques, voilà. Donc qui viennent d'Oregon et Californie. Donc là, c'est plusieurs habitats. Hein. Il n'y a pas que ceux sur la Serpentine. Donc ils se trouvent jusqu'à au-delà de 2000 mètres. Donc en fait, quand j'ai commencé, en fait, bon, le massif est à peu près comme ça. Il y avait quand même 1 ou 2 plantes de plus, mais comme Aurélien disait, en fait, les Darlingtonia ont régressé très très vite. Donc il y a tout à fait donc cette théorie qu'en fait l'eau est trop chargée. Mais il y a quand même aussi une côté, en fait, les Darlingtonia en fait, ont besoin d'avoir les racines au froid et peuvent tolérer des températures très très hautes au-delà.
hors le sol. Par contre, en fait, en bas, il faut que ça soit quand même assez frais. Donc, en fait, l'idée de base était là. Hein. Donc, il y a de l'eau qui coule, en fait, qui refroidit tout le temps. Mais il y avait quand même beaucoup de plantes, il y a beaucoup de substrat. Donc, en fait, juste il y a quelques jours, en fait, on a tout vidé. On a laissé que l'eau couler. Et là, en fait, les Darlingtoniens sont dans un mélange beaucoup plus drainant. Et en fait, le bas, il y a 2 cm du bas du pot qui est constamment dans l'eau courante. Voilà. Et donc ça, c'est, on va dire, mon dernier test pour voir, en fait, si vont tenir le coup. Là, on entre dans les mois plus clémentes pour les Darlingtoniens. Donc, c'est l'été prochain que je vais voir vraiment comment ça se passe. En tout cas, voilà, ils ont bien démarré. Ils sont très bien. Qu'est-ce qu'on a fait autre pour les Darlingtoniens? Parce que pour le coup, je l'ai mis comme un petit challenge pour moi, parce que je trouve que quand même, c'est des plantes qui sont magnifiques. Donc, Mike Wang, en fait, m'a envoyé 7 populations de nature de Darlingtonia aux États-Unis en graines que j'ai fait germer. J'ai eu pas mal de chance, tout a germé. Donc, vous voyez, des petits pots ici. Et donc, différentes populations. Donc, mon autre test aussi, c'est de voir est-ce qu'une certaine population aussi va s'adapter mieux à ces conditions. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est en cours. Donc une photo ici du panier que le Darlingtonien que j'ai planté, comment c'est mis en système là. Donc on va voir si ça va marcher. Donc ça c'est quelque chose qui est en cours pour vous donner voilà qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc là ils sont mis dans une tourbière. Donc je vais parler ça juste un petit peu après. Donc le massif utriculaire c'est juste à côté en fait. Donc qu'est-ce que c'était avant? Donc, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On a eu un petit souci. Donc, Aurélien a bien expliqué une partie des problèmes. Mais notre problème, c'est qu'en fait, c'était à ce stade, quand je suis allé décaisser dedans, en fait, on avait des carex et tout ça qui était là. J'ai trouvé des pierres calcaires, de la serpentine et tout ça. Donc, tout ça, ça aussi a contribué en fait, à juste créer un milieu toxique pour tous ces utriculaires. Donc, on avait, je sais pas, plus de 30 espèces que tu avais ici là-dessus, à peu près, une vingtaine. Tout est mort. Donc voilà. Donc ensuite, on a dû tout décaisser, faire un bouchon en tourbe. Donc c'était une idée à Aurélien, en fait, pour créer de l'eau beaucoup plus acide et en fait un grillage en bas qui est clair, qu'on puisse voir en fait si quelqu'un jette quelque chose dans la réserve d'eau. Donc ça c'est un peu le problème d'être dans un musée, quelque chose qui est ouvert, c'est qu'en fait, bon, beaucoup de visites d'enfants, ils prennent un caillou ici, ils jettent dans l'eau là-bas. Bon, ils ne pensent pas aux dégâts qu'ils peuvent faire derrière. Donc maintenant, en fait, je peux faire un check journalier et voir en fait tout ce qui se passe. Donc ça fait plusieurs mois qu'il est installé et on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça, c'est en cours aussi. Qu'est-ce qu'il y a à venir? Donc de quelques chantiers. Donc on a dans la serre publique. Donc il y a toute la partie centrale que vous avez vue aujourd'hui, si vous avez visité les serres. Donc tout ça doit être décaissé. On rapporte du mélange. On va revoir les serres assainies, voir si on a besoin d'apporter plus. Pareil pour la partie Afrique du Sud, on a déjà commencé, donc qui est juste à côté. Pinguico de l'Europe aussi, il faut qu'on revoie complètement en fait ce massif pour voir en fait qu'est-ce qui se passe parce qu'on n'arrive pas à les installer. Et pareil, donc les Drosa tubereux, ça sera les derniers en fait, donc on y seront maintenant, ils entrent en saison en ce moment, qu'on y seront en repos. Donc c'est aller les chercher parce qu'en fait ils sont allés peut-être trop profond et je veux pas les perdre. Donc on va refaire tout ça. Pareil pour les Drosa pygmées, donc en fait que je vous ai montré, donc c'est toujours quelque chose qu'il faut faire tous les ans. Et pour la partie Afrique du Sud et la partie de Drosophyllum, on a fait pas mal de collections de bulbes de semieux pour alimenter un peu ce milieu au niveau décoratif d'autres espèces qui sont là. Alors qu'est-ce qui se passe des fois quand on fait du rempotage et tout ça? Donc juste pour vous donner un petit goûter de qu'est-ce qu'on fait. Donc là, en rempotage de Drosa tubéreux. Voilà, et je ne sais pas si bon là l'image n'est pas très claire, mais là-dedans il faut trouver un tubercule. Voilà, dans tout ça. Voilà, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc où elle est? Voilà, elle est là. Donc il y a une parmi tout ça avec un pot. Bon, il y a 4 fois ce volume de terre. Il faut aller chercher un tubercule. Donc c'est quand même voilà des petits challenges. Pareil en fait quand on fait les gemmes en fait de Drosa pygmée. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc les Drosa pygmée c'est tout un petit groupe de petits Drosera voilà qui est à une saison ils vont faire en fait des petits gemmes, c'est des propagules en fait qu'on peut utiliser pour créer en fait des clones de plantes. Et donc c'est notre moyen principal de les propager voilà donc et ça aussi c'est un bon challenge parce que c'est tout petit.
Il faut les placer dans un pot, donc c'est pas mal. Collection Sarracenia, donc pareil, donc Aurélien vous a montré une photo du bac Sarracenia dans la serre froide, dans un serre de collection, où on met en fait en pleine terre dans un bac en fait cette collection. Donc on a dû refaire à zéro parce que ça faisait depuis 2012, 14 pardon, qu'on n'a pas refait. Donc c'était l'occasion avec Christian et une de nos jardinières botanistes de l'époque. Donc vous voyez en fait c'est des bacs en fibre de verre. Donc réétanchifier, faire le système goutte à goutte de nouveau, planter tout ça. Et donc à la fin, voilà, ça donne quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, ben voilà, c'est un bon rendu. Donc ça reprend très bien et c'est assez joli comme collection. Donc la collection Sarracenia, c'est pas fini parce qu'en fait on a encore des choses à faire. Il faut qu'on descende. Donc ici, donc ça c'est la serre froide, la serre de collection. La collection entière se retrouve sur le côté gauche, ici. Donc elle est en haut, ici, et tout au fond, c'est la tablette que je vous ai montrée. Et donc en fait, le problème, c'est qu'une grosse partie des espèces qui sont tout en haut et elles s'écrasent contre la vitre, elles sont dans des bacs d'eau. Très difficile de faire le suivi d'arrosage si la personne qui n'est pas responsable pour cette collection n'est pas là. Donc il y a des oublis. Il faut passer quelques jours sans eau. Il y a des dégâts derrière, donc c'est pas génial qu'on n'en est pas là. Donc c'est mieux de les descendre. Donc le but, c'est de les descendre plus en bas, comme ça tout le monde peut les regarder. Voilà. Et aussi changer le système de soucoupe, parce que on a des dizaines de soucoupes, et chacune à vérifier, chacune à remplir, donc ça prend un temps monstre. Donc faire un bac entier, ça sera beaucoup plus facile aussi. Donc voilà, juste un petit point, donc d'autres choses aussi. Donc là, en fait, pour réceptionner de nouvelles plantes qu'on commande et aussi pour les plantes qui aiment avoir leurs racines au frais, en fait, j'ai créé un petit système temporaire. En fait, j'ai une mini tourbière et pour mettre en fait les pots, surtout les Darlingtoniens qui aiment beaucoup ça. Et donc ça a très bien marché. Et en fait, futurement, on aura aussi une vitrine froide qui prendra tout ça parce qu'on commence à avoir une belle collection de Nepenthes de haute altitude et qui commence à pousser. Donc, on a besoin de plus de place. Donc ça, c'est quelque chose futurement qu'on aura aussi. Donc beaucoup de collections vont profiter de ça, j'espère. Donc des choses en cours. Voilà, je vous parlais des Dorasa pygmées. Donc voilà, c'est les SMI. Donc qu'est-ce qu'il y en a en cours? Donc fertilisation, donc important quand même pour pas mal de plantes carnivores. Ça se fait pas tout seul quand même, surtout en collection. Donc là, en fait, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec Aurélien parce qu'il a beaucoup d'années d'historique là-dedans et pour en fait améliorer pas mal de nos groupes, mais surtout les Drosera en fait. Donc on a besoin. Donc celle qui marche pas mal en fait en ce moment, en fait, c'est la nourriture de poisson. Ça marche très bien, mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Voilà. Ça, c'est une technique que j'aimerais mettre en place, mais bon, je n'ai pas encore arrivé. Multiplication, voilà, donc on fait, comme je vous parlais des Drosera tubéraux, il y a des choses plus faciles, il n'y a pas que des choses difficiles. Voilà, un tubercule rouge, ça se déstaque tout de suite. Quelque chose qui est en cours, voilà, c'est un peu faire plus de multiplication par feuilles et racines dans le genre Drosera. Et aussi, en fait, le repiquage des pinguicules mexicaines. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un bon moyen de multiplier les pinguicules du Mexique, c'est par feuilles. Donc, on a une très bonne technique pour faire le départ, mais par contre, dès qu'on repique, là, il y en a beaucoup de soucis. Il y a aussi des tests avec le Géatra, la gibberelline, sur pas mal de genres que j'ai fait l'hiver dernier, que ça marche très très bien. Donc, on a mené pas mal d'études là-dessus. Bon, c'est coupé malheureusement. Donc voilà, en fait, donc ça, le dernier slide, en fait, c'est pour vous dire un peu l'importance en fait de cette collection. Donc à ce jour, on est quand même un des plus grands, voire le plus grand distributeur de graines de plantes carnivores via Index Seminum que nous, en fait, dans le grand circuit qu'on fait partie. Donc c'est un système d'échange gratuit entre jardins botaniques et institutions. Donc on fournit pas mal pour d'autres gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter. On fournit pas mal d'espèces. Donc c'est quelque chose qu'on essaye de partager. Donc on fournit des matériels pour les études de la biochimie des Nepenthes. Donc il y a une conférence demain par Cici Miguel. Donc si vous êtes intéressé par ça, je vous invite à cette conférence demain. Quelque chose qui est très nouveau avec l'University of Manchester, on a continué une étude en fait de savoir en fait la diversité génétique ex situ, donc hors le milieu naturel.
du genre Nepenthes. Donc on va donner en fait des feuilles en fait de chez nous pour les études génétiques pour voir en fait qu'est-ce qui existe. C'est pas que nous, c'est une grosse étude menée par la BJCI. Et d'autres choses en fait. Donc pas que ça, on a beaucoup d'écoles, comme Aurélien a dit. C'est un sujet. Les plantes carnivores fascinent beaucoup de monde. C'est un outil d'éducation incroyable quand on peut non seulement parler de la diversité des plantes carnivores, mais aussi on a quand même 15 milieux qu'on peut parler, faire découvrir le monde. Beaucoup d'enfants qui viennent ne connaissent pas beaucoup en fait, donc c'est un bon moyen de la géographie de la faire apprendre, et aussi adaptation et évolution sélective parmi plein d'autres sujets. Mais voilà, 3 gros sujets. Et voilà. Merci beaucoup.